À l'aîné, il y a des risques d'implosion. Là-bas, des éleveurs, des agriculteurs, donc des gens qui partagent leur quotidien et leur environnement, justement, commence à se crêper dangereusement le chignon. Cette expérience est globalement répandue en Afrique. On sait ce qu'il en est au Niger, au Mali, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire ou au Ghana. Ce sont des réalités qui font pas mal de peine aux villageois. Docteur Faya Milimono, leader politique, président du Bloc libéral, s'y est intéressé. Nous l'entendrons sur ce sujet-là, mais aussi sur la question de la gouvernance de la transition. L'impression de changer progressivement de discours. On verra ce qu'il en est avec lui. Docteur Faya Milimono est avec nous. Est-ce que vous pouvez lui activer son micro? Bonjour, docteur. Bonjour, Tamba. Bonjour, l'équipe de GG. Et bonjour à tout le peuple de Guinée qui nous écoute. Très bien. On va ouvrir cette interview avec vous. On va commencer avec le sujet que j'évoquais tantôt, Mohamed Mara. Justement, nous allons commencer par la Guinée forestière. Aujourd'hui, vous montez au créneau pour lancer ce cri de cœur. Nous l'avons commencé, on le fait depuis déjà 1 an ou 2 ans, mais la situation, on a l'impression, tarde encore à trouver une solution, en tout cas venant de nos autorités. Et il faut dans beaucoup de parties de la Guinée forestière, jusqu'à l'année que vous citiez tantôt dans la préfecture de Lola, des zébus venus pour la plupart du Mali, mais repoussés de la Côte d'Ivoire, rentrent sur notre territoire et ravagent les champs. Il y a eu des solutions par endroits, mais c'est en train de partir en cacahuète, docteur. Qu'est-ce qui se passe? Parce que finalement, on apprend que les gens prennent des armes, finalement. La situation est grave. Je dirais que c'est un cancer qui est en train de tuer le Sud. Il faut le prendre très au sérieux, sinon il y aura une explosion. Lorsque les paysans auront le sentiment qu'on est en train de les chasser de leurs terres pour installer des éleveurs venus du Mali, même s'ils sont panafricains, ils seront obligés de se défendre. La situation telle qu'elle se présente aujourd'hui est la suivante. Il y a eu des incidents à Fombadou, ça c'est toujours dans l'Ola. Il y a eu aussi un autre incident quelques jours après, dans l'Aîné. Et à l'Aîné, l'armée est intervenue. Il y a eu un mort de balles. Et là-bas, on a ramassé 71 personnes. 71 personnes qui ont été déportées. Il y a 33 qui sont à la maison centrale de Conakry. Il y a 27 qui sont à Kindia. Et il y a 11 qui sont en Zéro-Corée. Ça, c'est un peu pour dire au colon blanc que lorsqu'il a déporté Samori Touré au Gabon, il avait bien fait. Lorsqu'il a déporté Alpha Yaya Diallo en Mauritanie et il y est mort, il avait bien fait. Ça fait bien 65 ans que nous continuons à perpétuer, n'est-ce pas, cette pratique honteuse. Mais c'est la situation encore aujourd'hui. Sur ce cas, que s'est-il passé? C'est 75 que vous évoquez. Parce que l'Aîné, en 1 an et demi, c'est probablement le 3e incident meurtrier à l'Aîné. C'est devenu récurrent. Je vais vous dire, il y a des dessous qui font que les populations sont sur le qui-vive. En 2022, c'est un monsieur qui va dans son champ. Il trouve encore les zébus en train de brouter le reste. Il prend un caillou, il lance contre les animaux pour les chasser. C'est le bouvier qui sort, il lui administre un coup. C'est l'éleveur. L'éleveur. Il vient, il lui administre un coup, n'est-ce pas, à la tête, il tombe. Sa femme crie au secours, on vient le prendre, on l'envoie au centre de santé de l'Aîné, on trouve le cas grave. On l'envoie à Lola, impossible, il succombe en Zéro-Corée. Là, le gouverneur va vers l'évêque de Zéro-Corée, les imams de Zéro-Corée, tous ceux qui peuvent parler aux populations de l'Aîné pour qu'on enterre. Et jusqu'à aujourd'hui, le gars qui a tué n'est pas encore derrière les barreaux. Vous comprenez? À l'Aîné aussi, ça c'est à 3 km de l'Aîné centre, dans un district qu'on appelle Pinita. Vous pouvez le vérifier. À Pinita, il y a un campement de ces éleveurs. Parce que les villageois traversent le campement pour aller au champ. On dit aux villageois de tous les villages voisins, celui qui est dans son champ jusqu'à 18 h, il faut y dormir.
tu ne peux plus traverser le campement pour revenir. Il est clair que les populations sont sur le qui-vive. Et vous trouvez des situations où nous avons fait une petite enquête. On voulait juste savoir de tous ceux qui sont en prison en lien avec les conflits entre éleveurs et agriculteurs, qui sont-ils ceux qui sont en prison? 100% c'est des agriculteurs. 100% c'est des agriculteurs. Peut-être qu'on n'a pas trouvé, mais les cas les plus récents, moi qui vous parle, mon parti a été victime de ces problèmes des ébus en 2018. On a coupé des oreilles à certains de mes militants. Ça, c'était à Guéasso. Coupé, littéralement. Oui, couper les oreilles. La justice guinéenne, elle est devenue myope parce que depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, ce cas n'a pas été tranché. Parce que simplement, à Guéasso, c'est le parrain des éleveurs venus du Mali. Et le gouvernement continue à nous mentir en disant, en vertu du traité sur la transhumance, c'est pas de la transhumance qu'on est en train de faire. Parlons des mots, juste. Les mots ont un sens. Il n'y a aucun bœuf qui soit rentré pendant les 20 dernières années en Guinée qui a fait demi-tour. Dans les textes, on nous dit, ils vont rentrer en février et en mai, ils vont quitter. Le contexte est là. Il faut, quand on dit on est dirigeant, il faut prévoir. Nous sommes dans une situation de pression démographique très grande. En région forestière, comment nos parents cultivaient avant? On pratiquait la chachère. C'est-à-dire quand on cultive au nord, ça nous prenait 7 ans pour y revenir. Le temps pour la terre de se préparer, etc. Se renouveler. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Alors, je vous ai envoyé dans vos téléphones des images qui peuvent passer les images. Voilà. À la régie, vous pouvez les remettre à présent. Justement, ces images, oui. C'est important parce ces que images-là. Ces images, il faut les passer pour que même ceux qui sont du CNT voient. Parce que dans la loi pastorale qu'on vient d'adopter, on prévoit là-dedans les feux de brousse précoces. On oublie qu'on est en Guinée. Et quand on parle de la forêt n'existe plus en Guinée aujourd'hui. Vous comprenez? Vous parliez tout à l'heure des problèmes d'énergie. Comment voulez-vous que les barrages soient pleins? La source principale d'énergie dans toute la République, c'est le charbon du bois. Ça fait disparaître le couvert végétal. Et on sait le lien avec la pluie, etc. etc. Eh bien, les jeunes qui sont aujourd'hui de la forêt, 3 sur 5, ils sont dans les mines en Haute-Guinée ou en chose. Pourquoi? Parce que ce champ-là que vous voyez, c'est un jeune de nom de Pierre Abba qui a l'aîné. Il n'a que ses yeux pour pleurer parce qu'aucune justice ne sera faite pour ça. Même le président de la cour de répression qu'on a enlevé dernièrement, il a payé les frais. À la rentrée de l'aîné, lui, il avait une palmeraie. C'était calciné comme ça. Aujourd'hui, demandez-vous sur quoi vivent les populations du Sud. Les populations du Sud. Et donc, c'est un problème qui est si grave que quand nous nous sommes intéressés à la problématique, on a essayé de savoir est-ce qu'au-delà de l'aîné, le problème existe ailleurs. Nous avons trouvé que 5 communes de Kissidougou sont envahies. Mais 5 communes de Kekedou. Avant de quitter peut-être sur Kissidougou, mes parents ont subi une exploitation de riz. Les ébus sont venus, ils ont brouté. Ça, c'est mes parents. Oui. Alors, avant de quitter l'aîné, extrêmement voraces, c'est pas la race d'amants qu'on connaît habituellement. Qu'on connaît ici. Les ébus sont extrêmement voraces. Et vous savez, la Côte d'Ivoire, ce qui aggrave la situation, c'est que récemment, les autorités ivoiriennes ont chassé ces dernières années ces éleveurs-là qui arrivent du nord du Mali et donc avaient aussi envahi leur territoire. Ils n'ont fait simplement que traverser la frontière. Le problème, quand vous allez, parce que moi la question de l'aîné, je m'y étais intéressé l'année dernière, si vous vous souvenez, on en parlait encore ici. Vous avez des sous-préfets, vous avez des présidents de communes rurales qui font partie tout simplement de ce topo-là. Y compris la justice. Ils sont des complices. Quand vous attrapez des gens, parfois, l'année dernière, je me rappelle, c'est parti de quoi? Des ébus qui sont entrés dans un champ pour dévaster le champ. L'agriculteur en avait eu tellement marre qu'il a abattu un animal. Pour riposter, les éleveurs l'ont abattu.
Et là, derrière, qu'est-ce qu'on fait? On vient, on ramasse beaucoup de gens, on va les emprisonner à Zérekoré, et au même moment, un problème que la Côte d'Ivoire a résolu, nous, on n'arrive pas à le résoudre. Et ce n'est pas normal. C'est des étrangers, quoi qu'il en soit. Il y a des lois dans le pays. Si les ébus doivent arriver, qu'on circonscrive exactement où est-ce qu'ils peuvent s'établir et sur quelle période. Mais on ne peut pas les laisser indéfiniment aller de verdure en verdure, parce que justement, c'est des animaux, eux, ils ne font pas de différence. Ils veulent se nourrir. Et à mon avis, ce qui est en train de se passer est quand même grave. Et Conakry, il ne faut pas penser que l'aîné, c'est... On va continuer l'interview avec lui. Revenant à le problème est si grave, permettez-moi de placer ceci. Oui. C'est qu'à la dernière rencontre que la classe politique a eue avec le ministre Mori, il était en ce moment au MATD, il y a un collègue qui avait évoqué la question des ébus. Il semblait le comprendre. Mais ce jour, il y a eu une annonce qui a fait froid au dos. Il a dit que l'autorisation fut donnée pour que 360 000 têtes des ébus rentrent cette année en Haute-Guinée et en forêt. 360 000. Je me demande... Qui a donné l'autorisation? C'est les autorités. C'est le gouvernement. Ouais. Demandez-vous si les gens confondent la superficie du Mali, qui est plus d'1,5 million de mètres carrés, de kilomètres carrés, avec 245 857 kilomètres carrés de la Guinée. Et en Guinée, les populations n'ont même plus des terres pour cultiver elles-mêmes. Moussa Hiro. Vous parlez de la question de la transhumance qui peut exister entre les différents pays, mais il y a quand même des accords qui devraient exister entre ces personnes qui arrivent et les communautés locales ou bien les villages qu'ils traversent. Est-ce qu'à la base, les autorités, vous avez parlé des autorités locales qui sont là, est-ce que ces autorités ne font rien? Mais spécifiquement, la deuxième question que je voulais poser, c'est sur le cas du jeune... On va aller avec la première. On va aller avec la première en vertu du temps. D'accord. On revient plus tard. Allez-y, docteur. En fait, tout ce qu'on vous dit dans les traités ou des accords qui sont signés, c'est pas appliqué. Les gens rentrent. Tant qu'ils ont la possibilité de rentrer avec les bêtes, ils rentrent. C'était si grave déjà au temps du professeur Alpha Condé qu'il a ordonné l'abattage. Vous avez vous-même été témoin lorsque Djegboro allait à l'intérieur du pays. En 2019, c'était en Haute-Guinée. Mohamed Garé, qui était le gouverneur, il a interdit sur l'espace de la région administrative de Kankan l'élevage des ébus. C'est lorsque le CNRD est venu qu'on a pensé que c'est un problème. Nous, on est panafricains, quoi. Voilà. Donc, on continue à signer des accords sans savoir qu'il n'y a même plus de terres pour ceux qui vivent dans ces régions pour cultiver. Et rapidement sur la question de Moussa Hiro, il y a quelqu'un qui nous parle de son village. Bonjour Zachary, c'est un sujet qui nous préoccupe. Un éleveur est venu s'installer dans notre localité depuis 2021 sans l'avis d'aucun citoyen. Nous avons démarché un peu plus de 2 ans, mais en vain, le monsieur refuse de partir malgré les injonctions du préfet de Guékédou. Et la localité, c'est bien Bolodou. Bolodou, je ne sais pas si vous connaissez. Bien sûr. Mais ça, c'est un témoignage sur la préoccupation de Moussa Hiro qui reste, somme toute, pertinente. Oui, le cas du jeune Pierre Rabat, dont la plantation est partie en fumée. Que disent-ils? Est-ce que ces éleveurs, ou bien on dit simplement que c'est un feu d'origine criminelle? Quelle explication apporte-t-on? D'abord, Jero, aujourd'hui, c'est même un crime que de porter dans une de nos lois feu précoce. On sait que notre pays est menacé. L'environnement est détruit à un rythme accéléré. Et les feux de brousse en font partie. Parler de divagation aujourd'hui des animaux, c'est un crime dans nos lois. C'est pourquoi je dis au président Mamadi Doumbouya de ne même pas promulguer d'abord sans rélecture du code pastoral qu'on vient de signer, qu'on vient d'adopter au CNT. Parce que c'est des cas graves. Je vais vous dire, les éleveurs ont l'argent. Ils peuvent vendre 10 têtes pour corrompre un juge, corrompre un préfet, corrompre un sous-préfet, corrompre un maire. Un chef de village. Mais même, celui qui cultive pour juste avoir, c'est l'agriculture de subsistance. C'est-à-dire, on fait l'agriculture avec la daba, avec le coupe-coupe. Vous comprenez? Celui-là, quand il sème, il compte sur le bon Dieu pour avoir quelques grains et se nourrir. Quand lui, il a un problème avec un éleveur, vous croyez que ça va être traité? Ça ne sera jamais traité. C'est des tonnes de dossiers dans toutes les juridictions de la région forestière où cela existe. Je vous donne la preuve du cas du bloc libéral.
quand on dit que la justice guinéenne n'a pas pu régler un problème c'est-à-dire dont le BL a été victime, on n'a pas quand même notre bouche dans la poche. Imaginez maintenant un paysan là-bas qui n'a pas de voix, qui doit appeler son frère à Conakry pour avoir ne serait-ce que des crédits pour parler. Si celui-là est aux prises avec une structure organisée qui ont des bêtes à vendre, à donner. Mais qu'est-ce que vous voulez? Très bien. Absolument rien. On va marquer, c'est ce qui fait que les populations sont excédées. Très bien, on va marquer cette pause. Obligé d'y aller. Vraiment, DG, faudra voir quoi. Et faut voir. Et donc on va marquer une pause et on se retrouve derrière dans quelques minutes pour poursuivre cette interview. On continuera sur ce sujet-là. On abordera celui des feux de brousse, mais aussi on parlera politique avec la gouvernance de la transition. Dr Fayami Limno est avec nous. Et nous voilà repartis avec ce sujet. Nous abordons des risques d'implosion dans une communauté de la Guinée, c'est dans Beila, l'aîné, où éleveurs et agriculteurs ne filent pas le meilleur coton. On repart avec vous, Jacques, Dr Fayami Limno, et encore et toujours notre invité. Oui, alors là, vous étiez en train de donner les statistiques tout à l'heure, vous avez parlé de Lola, vous avez également commencé à parler de Gekedou, non, de Kissidougou, Gekedou, j'apprends aussi qu'à Farana, et également il y a les mêmes réalités. Oui. C'est quoi aujourd'hui, de votre observation, puisque vous êtes structuré au niveau des cadres qui sont en train de réfléchir sur ces questions, c'est quoi aujourd'hui la proportion? À quel niveau le paysan forestier est atteint aujourd'hui? L'atteinte est assez profonde aujourd'hui. Vous comptez 7 préfectures de la région naturelle qu'on appelle la forêt, par simplement habitude, parce qu'il n'y a plus de forêt en forêt. Sur les 7, il y a 5 qui sont dangereusement atteintes. Il y a Gekedou, Kissidougou, Massinta, Lola et Beila. Et aujourd'hui, quand vous prenez le cas de Beila, après que le professeur Alpha Condé avait donné l'ordre d'abattre les ébus dans Beila, il y a des villageois qui sont vigilants. On voit des têtes des ébus, on les chasse. L'épicentre de cet élevage aujourd'hui dans Beila, c'est Bola. Géographiquement, Bola est à la limite avec Zérekoré et avec Massinta. Ça veut dire que la dernière fois je parlais avec une autorité de Beila, quand on cherchait à avoir des informations, il m'a dit, pas plus tard qu'avant-hier, c'est 1500 têtes qui ont quitté Pesoba pour Bola. Ça, c'est la rentrée de Zérekoré. Ça veut dire que si rien n'est fait, dans les mois qui vont suivre, c'est Zérekoré et Yomu, les 2 seuls endroits où on n'a pas encore trouvé les ébus. Et pire, ces éleveurs, ils sont très, très impliqués, même dans la situation politique de notre pays. On est en train de parler de délégation spéciale aujourd'hui. Il y a des listes qui viennent de la forêt. C'est des listes élaborées par des éleveurs moyennant argent. Vous avez des éléments pour étayer ça? Nous avons tellement d'éléments. On a été au ministère de l'administration du territoire pour attirer l'attention. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est possible parce que ces gens-là vivent là-bas parce qu'ils doivent avoir des parrains. Les parrains, c'est ceux qui dirigent les communes. On est bien d'accord que ce ne sont pas les étrangers qui figurent sur cette liste, ce sont les populations locales. C'est les populations locales. Ce qu'il est en train de dire, parce que moi j'ai été interpellé. J'ai été interpellé à Fumbadou, par exemple, où ce ne sont pas les étrangers qui sont sur les listes, mais ils sont parrainés. Ils sont parrainés par les éleveurs étrangers qui sont des Maliens. Ils peuvent, par exemple, porter le nom So. Vous pensez qu'ils viennent de l'Abbé ou de Pita, mais ils n'y viennent pas, ils sont maliens. Est-ce que justement, le danger ne vient pas de là, justement? Parce que, vous savez, ce sont les mêmes populations que nous avons sur une bonne partie du territoire guinéen. Ils ont les mêmes patronymes que nous. Voilà. Quand tu entends Diallo, tu entends So, tu entends Touré, tu ne peux pas... tu ne les rencontres pas, tu ne peux pas savoir que ce n'est pas des Guinéens. Ouais. Or, ils viennent du centre du Mali pour la plupart. Donc, ça fait aujourd'hui... C'est une bombe à retardement, cette histoire, finalement.
Donc, nous avons été dénoncés cela. Et je vais vous dire, après, qu'est-ce qui s'est passé, à Guéasso notamment. Le parrain des parrains des ébus dans Lola, même à un moment donné, un forum, un document qui a été signé par tous les présidents ou tous les maires de communes, c'est celui de Guéasso qui avait refusé de signer parce que c'est lui le parrain des parrains. Celui-là a appelé, c'est-à-dire quand la liste a été envoyée ici à Conakry, il a trouvé que ce n'est pas une liste qui pourrait perpétuer ce qu'il était en train de faire. L'enrichissement de la famille vient de ça. Alors, il a fait appel au secrétaire général des collectivités, Lola. C'est un monsieur que j'ai rencontré en 2022. Il est tellement impliqué dans ces problèmes des ébus que quand je suis allé en tournée, j'allais sous-préfecture par sous-préfecture. Il m'a dit à la préfecture, Monsieur Milimouno, vous pouvez visiter toutes les autres communes de Lola, sauf Guéasso, là où se trouvait le parrain des parrains. J'ai regardé le préfet, je ne l'ai pas, j'ai regardé le préfet, j'ai dit, monsieur le préfet, si vous savez qu'il y a un problème de sécurité, prenez les dispositions. La police et la gendarmerie sont là pour ça. Mais je ne sauterai pas Guéasso. J'irai à Guéasso. Vous comprenez? Ça, c'est pour vous dire jusqu'où là-bas on se sent tellement fort. C'est là qu'on a je vous ai évoqué le cas de 2018. Mon vice-président Oumar Sano avait été envoyé en délégation là-bas. C'est dans le bureau du sous-préfet que le fils du maire, analphabète de surcroît, qu'on voulait installer à la place de l'élu du BL, c'est dans le bureau du sous-préfet qu'on est venu assommer mon vice-président. Et le lendemain, lorsqu'on a évoqué l'accord qui avait été signé ici à Conakry, non seulement celui qui était en ce moment le secrétaire général des collectivités a déchiré cet accord devant tout le monde, il a déchiré, n'est-ce pas, le code des collectivités quand on a mentionné le fait qu'il faut être de l'exécutif communal, il faut être lettré en français. Vous comprenez? Lorsqu'on m'a rapporté ça, j'ai dit à tous les élus du BL de sortir de la salle. Ils ont imposé ce maire et les gens étaient chez eux. On n'a même pas cassé la porte. On est venu casser le mur avec des manchettes. Mais en un jour, je me suis retrouvé avec 17 personnes à l'hôpital de Lola. Jusqu'à aujourd'hui, la justice guinéenne n'a pas encore bougé sur ce cas-là. Jusqu'à aujourd'hui. Parce que simplement, dès qu'un juge vient à Lola, bon, c'est une cinquantaine de bœufs qu'on peut tuer ou vendre pour prendre et puis on donne à chose. Alors, docteur Donc, l'appareil judiciaire est complètement dedans. Docteur Faya, vous parlez de l'appareil judiciaire, c'est une réalité. Mais l'autre réalité aussi dans ces villages, dans ces localités, ce sont les chefs de village, les sages de village, qui sont les premiers interlocuteurs de ces éleveurs. Quand ils viennent, c'est eux d'abord qui les reçoivent, mais ils viennent avec 1000 têtes par exemple des ébus, c'est seulement à l'arrivée. Mais 1 an, 2 ans, peuvent se retrouver avec 3000 parce qu'ils se reproduisent. Ils peuvent se retrouver avec 3000, eux-mêmes ils sont dépassés, mais les premiers interlocuteurs, ce sont les chefs de village, ce sont les sages de village qui sont les premiers interlocuteurs. Parfois, ce n'est pas le cas. Je vais vous citer le cas de l'Aîné, puisque l'Aîné est maintenant d'actualité. Lorsque les éleveurs sont arrivés à l'Aîné, ils ont dit qu'ils sont de passage. Et qu'il s'est trouvé qu'arrivé à l'Aîné, une de leurs vaches a fait mise bas. Le petit est encore fragile. Qu'on leur donne 3 jours. Pendant les 3 jours, il y a eu 3 mises bas. Ils ont demandé une semaine. Et de 3 jours, ils sont là depuis une dizaine d'années. Et aujourd'hui, ils ont compris qui est qui dans l'Aîné. On donne quelques miettes, soit au maire, au sous-préfet, à tous ceux qui peuvent être corrompus pour continuer à fermer les yeux pendant qu'on est en train de tuer dans l'âme, n'est-ce pas, les populations. La majorité, l'activité économique en forêt, c'est quoi? C'est l'agriculture. Quand on tue celle-là, dans un pays qui importe 90% de ce que nous mangeons. Si vous mangez guinéen, c'est au moins de ce qui provient de ces champs.
Et c'est ce qu'on est en train, effectivement, de faire disparaître. Le problème est grave. Vérifiez les listes qui sont en train de venir de la forêt. La toute dernière liste qui a été élaborée par le secrétaire général de Lola, chose pour Gueyasso, c'est lui-même qui s'est déplacé là-bas. On sait pourquoi ils le font. Mais nous disons simplement au président qu'au sud, s'il ne prend pas garde, il y aura une situation qu'il ne pourra pas gérer. Parce que quand les populations ont le sentiment qu'on est venu les arracher de la terre de leurs ancêtres pour placer des Maliens ou des Burkinabés, ils se battront. Il ne faut pas avoir peur de le dire, ils se battront parce que ce n'est pas faisable. Il y a des gens, il suffit que quelqu'un parle sur les réseaux sociaux des ébus, ils vont le rechercher, il fera des mois en prison. Le jeune Théa, il est encore devant la justice de Cancan. Le candidat du BL à Gueyasso, lorsque j'étais en tournée, parce qu'il m'a fait rentrer à Gueyasso, dès que j'ai quitté, on est venu le prendre à Gueyasso, on est venu l'enfermer en Zéro Corée, comme quoi il a fait incitation à la violence. J'ai quitté précipitamment Lola pour revenir. Après leur avoir expliqué à la gendarmerie, ils l'ont laissé partir. J'arrive à Conakry ici, une semaine après, je voyage. On apprend que je suis parti aux États-Unis. On l'a repris. Il a fait 4 mois. 4 mois. Rien, enfin, n'a été trouvé contre lui. Les grandes gueules. Ce terrorisme-là, c'est quotidien en région forestière. C'est quotidien. De sorte que les populations sont excédées. Aujourd'hui, il y a des villages, il y a des villageois qui déplacent leur village. Avant, quand ça n'allait pas en région forestière, ils partaient en Sierra Leone ou au Libéria, où l'économie était prospère. C'était au temps du premier régime. Aujourd'hui, les deux pays se cherchent. C'est pourquoi 3 jeunes de la forêt sur 5 se retrouvent dans les mines en Haute-Guinée. Et quand on dit à éboulement, sur 5 victimes, vous entendrez au moins 4 noms de jeunes de la région forestière. Si on ne prend pas garde, c'est une situation explosive. Très bien. Très bien. Je pense que le message, il est passé. Question quand même, au-delà de cette dénonciation, est-ce qu'il y a une démarche concrète sur le terrain pour aider quand même à ce que la justice se bouge? Parce que ce que vous racontez, on est allé chercher des suspects, je sais de quoi, parmi ces gens-là, si à Lola pour les envoyer pour certains à Kindia, pour d'autres à Conakry. Quand savez-vous d'abord sur les raisons et qu'est-ce qui est en train d'être fait justement pour dénouer? Parmi ceux qui ont été arrêtés, malheureusement, on a été rencontrer les gens ici à la maison centrale. Les avocats ont été rencontrés, d'autres à Kindia. Il y a un monsieur qui était ici à Conakry qui a perdu son papa. Il est enseignant. Il est aujourd'hui à la maison centrale ici. Vous pouvez le vérifier. Il est allé au décès de son père. Après l'enterrement, la famille se retrouve pour décider de la suite. Ça coïncide à la rentrée des militaires. On tirait en l'air les gaz lacrymogènes, etc., etc. C'est comme ça qu'on est venu les ramasser. Ils sont là. Pour la plupart, c'est des gens soit qui revenaient du champ, ou des gens qui étaient dans leur maison, on a cassé la porte pour les prendre. Vous pouvez essayer de rentrer en contact avec eux. Il y en a 33 ici. Et la plupart, ils sont malades. Vous savez un peu les prisons guinéennes. Et quand on vous enlève aussi de l'aîné là-bas pour venir vous mettre dans une prison ici à Conakry ou à Kindia. Ils sont tous malades. Donc coupés de chez eux, quoi. De chez eux, complètement. C'est-à-dire, ça c'est un peu pour dire aux colons français, vous faisiez bien, vous nous avez appris ça, nous continuerons avec zèle à le faire. Je trouve que c'est honteux qu'on déporte quelqu'un, même de l'aîné, à Lola Centre. Très bien. Donc, j'espère vraiment que le nouveau ministre va s'occuper des vraies questions et qu'on va sortir des discours tout le temps devant les médias. Il faut des actions qui ont du sens, des actions qui s'en prennent aux véritables préoccupations des citoyens. Une dernière chose sur ce sujet, oui. Juste la question de... Nous avons un comité de crise. Il y a des journalistes dedans qui ont des reporters sur le terrain, qui nous envoient des éléments d'information en temps réel.
Nous avons au moins 4 cabinets d'avocats qui travaillent avec nous. Nous avons le rapport que je vais vous laisser en partant, le rapport sur le dernier cas de l'aîné que je vais vous laisser. Je vais vous donner le rapport d'huissier de justice après les incidents de l'aîné. Au moins 300 millions, dans une petite agglomération comme ça, au moins 300 millions de francs guinéens dérobés. Des centaines de bidons d'huile rouge dérobés. Par qui? Par les agents qui ont été envoyés. Vous comprenez? Des sacs de riz. Donc c'est une localité qui est clairement menacée de famine aujourd'hui. Donc nous travaillons de façon très organisée. Il y a des politiques, il y a des sociaux, il y a des avocats, etc., etc. On a des huissiers de justice. Tout ce que nous faisons avant, on vient de déposer un mémo au nouveau Premier ministre. Tout ce que nous écrivons dedans, c'est après avoir vérifié et revérifié. J'avais les images que vous avez affichées là, dans mon truc. Tant que je n'avais pas parlé avec le monsieur qui a vu son champ mis dans cet état, j'ai parlé avec lui, j'étais assis ici. Donc, tout ce que nous disons dans les documents que nous produisons, c'est vérifié. Parce qu'après tout, notre crédibilité est en jeu. Très bien. La transition à présent, mais avant, on va marquer cette virgule pour aller à ce thème, et on espère vraiment que nos autorités entendent ça, parce qu'il s'agit d'une véritable bombe qui s'est répandue un peu partout sur l'espace forestier. On espère vraiment que ce soit géré avant que ce soit trop tard. Cette virgule, et on parle politique.